aujourd'hui, le e-commerce est très très bon sur l'acquisition. Sur la conversion, c'est beaucoup plus difficile pour le e-commerce. Vous avez également l'accompagnement qui suit d'avoir quel ROI ça a, est-ce que la recommandation elle était très bonne, et vous avez tout ce truc-là d'analyse également des retombées. Là aujourd'hui, dans mon travail actuel, j'utilise des tonnes de choses que j'ai pu apprendre au contact de tous ces bénévoles qui nous ont accompagnés sur des sujets de data science, de machine learning, si on parle d'intelligence artificielle et de plein d'autres aspects. Et c'est vraiment super, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de Almost Human. Aujourd'hui, on va parler avec Amélie. Bonjour Amélie, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Merci de m'inviter. Avec plaisir. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, tu as évolué dans une autre dimension, mais dans les premières job, mission ou projet que tu as eu, ça parlait d'IA, de territoire. Est-ce que tu pourrais éclairer un peu ton parcours et ce que tu fais ? Alors, en fait, moi, j'ai commencé à la base, je suis ingénieure du bâtiment, donc pas du tout d'intelligence artificielle a priori, hormis tout ce qui est lié à la Smart City, qui est la mode aujourd'hui. Mais voilà, donc je suis ingénieure du bâtiment, j'ai poursuivi mes études à l'EM Lyon, et c'est là que j'ai vraiment découvert l'intelligence artificielle. Pendant mes études, j'ai participé à un hackathon qui s'appelle AI for Tomorrow, donc l'intelligence artificielle au service de demain. Et j'ai créé un premier projet d'intelligence artificielle autour de la dyslexie. Donc voilà mes débuts avec l'IA. Ok, c'était dyslexia. C'est ça, dyslexia. Qu'on voit sur ton profil. Ouais. Ok. Pour faire simple, en fait, on utilisait des algorithmes d'IA pour adapter les supports pédagogiques pour les enfants dyslexiques. Donc ça passait par traiter la façon dont c'était écrit, les espaces, le surlignage, l'espacement entre les lignes, entre les lettres. Et l'idée, c'était de faire tout ça de manière automatisée pour permettre aux enfants d'avoir une lecture plus fluide et donc aux enfants qui sont sujets à la dyslexie de perdre moins de temps dans la lecture pendant leurs devoirs, pouvoir aller jouer avec les autres copains. C'est ok, trop bien. Voilà. Parce que du coup, si je lis entre les lignes, moi, je suis absolument pas du tout au courant de la dyslexie, comment ça se traduit. C'est juste que le formatage du document en lui-même, s'il est plus optimisé pour leur lecture, ça les libère. En fait, il y a beaucoup de formes de dyslexie, donc il n'y a pas une recette magique. Ce qu'on avait pu identifier, cela dit, c'est qu'il y avait des normes qui sont utilisées dans l'édition aujourd'hui qui ne sont pas du tout lisibles pour les personnes qui sont dyslexiques. Donc typiquement, il y a certains dyslexiques, certaines formes de dyslexie, je dirais même, qui font que le gras n'est pas forcément facile à lire ou tout ce qui est souligné. Or, on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas dyslexique, mais dans le quotidien, que ce soit dans les formations, que ce soit dans l'information, il y a beaucoup de mise en forme et de mise en page qui sont pas du tout inclusives. Aujourd'hui, par exemple, quand on crée un site internet, on a tendance à réfléchir uniquement à nos clients qui sont, entre guillemets, sans problématique de lecture. Et on n'a pas tendance à réfléchir à d'autres personnes. Nous, on a décidé d'adresser la dyslexie, mais il y a plein d'autres choses. Toutes les personnes qui sont un peu plus âgées, par exemple, ne vont pas du tout avoir les mêmes réflexes que des digital natives qui sont habitués à regarder au centre d'une image pour trouver les informations et tout ce qui est navigation à l'extérieur. Les personnes qui sont plus âgées, probablement tes grands-parents aussi, tu pourras faire le test, souvent, ils n'ont pas du tout tendance à regarder sur les extrémités. Ils cherchent toutes les infos au centre. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, quitter la page, ils vont pas du tout aller chercher au bon endroit. La croix en haut à droite, c'est pas pour eux. C'est ça. Du coup, on était parti de ce constat-là en se disant, mais en fait, ce serait bien de pouvoir imaginer un moyen d'adapter les supports selon la lisibilité et nos préférences de lecture. Et donc, c'est comme ça qu'on avait abouti à cette idée de dyslexia avec Loïc Cerisier et Sharon Borber, qui étaient deux personnes avec qui on a créé ce projet. Ok. Et ce projet, est-ce qu'il est resté étudiant ? Comment ça s'est passé après ? Est-ce que
ça t'a servi de base pour un autre chose? Est-ce que tu l'as incarné à la suite de cette compétition AI for Tomorrow? Alors, on a participé à d'autres événements comme Data for Good, où on a développé toute une brique en open source. Donc, je traduis. En gros, on a créé des algorithmes qu'on a mis à disposition du grand public. Donc, on n'a pas retiré d'argent ou quoi que ce soit de cette initiative. Simplement, on a partagé, on a essayé de faire avancer, je dirais pas forcément à la recherche, mais La commu. voilà, la communauté sur certains sujets. Donc nous, en l'occurrence, c'était des sujets liés à l'ergonomie et on partait d'une photo pour pouvoir prendre les devoirs et les traduire sous format ordinateur avant de les traiter. Et donc c'est cette première étape de je prends la photo et j'arrive à avoir une assez bonne qualité d'image pour récupérer le texte et d'avoir le bon texte qu'on a traité pendant Data for Good. Et là, c'était incroyable. On a travaillé avec 30 à 40 bénévoles sur le sujet. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Ok, trop bien. Et ça, vous étiez toujours avec les trois mêmes cofondateurs ou Ouais, trois tout à fait. personnes avec qui tu avais fait Dyslexia? Tout Ok. à fait. Et ça, c'était l'année d'après? C'était en même temps? C'était en courant 2020-2021. C'était une super expérience. Effectivement, c'est resté un projet étudiant. On a essayé de le faire décoller, mais ça n'a pas forcément abouti. Et donc, on a préféré développer des choses en open source. Et voilà, on essaye Ok. de partager ce qu'on a fait comme on peut. Trop bien. Ouais, mais quitte à Ouais. avoir taffé sur un projet, c'est cool que vous l'ayez distribué pour la communauté, Ah, ça, pour c'est tout sûr, un chacun ouais. qui veut s'en servir et l'implémenter. Et ce qui est ce qui était super formateur aussi, c'est que là aujourd'hui, dans mon travail actuel, j'utilise des tonnes de choses que j'ai pu apprendre au contact de tous ces bénévoles qui nous ont accompagnés sur des sujets de data science, de machine learning, si on parle d'intelligence artificielle et de plein d'autres aspects. Et c'est vraiment super. C'était une expérience extrêmement enrichissante. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Là, tu es en train de mentionner ce que tu fais aujourd'hui, à quoi ça te sert. C'est quoi le domaine dans lequel ces apprentissages te servent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on pourrait dire que je suis dans les smart cities. Donc j'allie mes deux passions, la data, l'IA et mon côté ingénieur du bâtiment. Pour être tout à fait exact, en fait, on essaye d'utiliser la technologie, donc ça passe par de la data science, un peu d'intelligence artificielle, etc., pour aider les centres commerciaux et les centres-villes à identifier les commerces qui ont le plus de sens pour les habitants locaux. D'accord, donc la Donc, sélection de voilà. si on doit mettre plutôt une salle de sport ou plutôt une piscine ou plutôt Exactement, ouais. des infrastructures, d'accord. Et on base en fait toutes ces recommandations uniquement sur des données qui sont des données comportementales, des données qui sont issues des moteurs de recherche, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 72% des parcours d'achat qui commencent par une recherche Google. Donc c'est tout simple, mais peut-être que ça t'arrive toi aussi. Quand tu cherches un restaurant, souvent, tu regardes sur Google restaurant italien, restaurant indien, restaurant japonais, et tu vas comparer en fait toutes les offres près de chez toi. Et donc, nous, on utilise un peu cette information comme référence pour hiérarchiser les attentes des consommateurs. Ça permet d'avoir quelque chose qui est complètement tangible, qui est indiscutable quasi, et qui est surtout en temps réel. Ouais, ok. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est hallucinant de se dire 72% qui Ouais. viennent d'une recherche Google. Et ça, c'est Donc, pré-Covid. Donc là, post-Covid, avec toute la digitalisation que ça a entraîné, on doit être à plus de 85-90%. Mais ok, c'est hallucinant. c'est hallucinant, ouais. Et donc, c'est drôle de partir de l'usage et du consommateur Ouais. pour en déduire des facteurs de... en fait, on se rend compte que dans telle ville, il y a, je sais pas, 15% des gens qui cherchent photographe dans le coin et il n'y en a pas et qui prennent leur voiture. C'est ça. Et comment tu arrives à trouver ces données? Est-ce que tu vas faire du quali? Tu pourras avoir un peu une dizaine de personnes qui vont dire ah ouais, il y a ce problème-là, et ensuite tu essayes de le tester par le quanti. C'est quoi un peu votre démarche? Alors effectivement, tu as cerné quelque chose qui est très très important pour nous, puisqu'on est deux associés sur le projet. Mon autre associé s'appelle Max Barbet, c'est lui le tech de la bande, Ok. on va dire. On a appelé ça Urban parce qu'on part effectivement des usagers pour définir la ville, enfin ce qui serait la ville en tout cas
selon eux. L'objectif, c'est pas forcément de faire des recommandations, juste d'identifier des pistes, comme tu l'as bien résumé. Et ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est en récupérant ces données qui sont issues de plein de sources, hein, finalement. J'ai parlé des moteurs de recherche, mais il y a forcément un peu de quali, puisque le départ part toujours d'une expérience, d'une intuition. Ça peut être un directeur de centre commercial qui se dit mais il y a quelque chose à faire autour de la santé ici, j'ai envie de créer un pôle médical, mais voilà, je pense à des spécialités, mais j'aimerais bien avoir un retour terrain qui est quantitatif et pas tout de suite faire du quali. Parce qu'en fait, la façon dont ça se passe aujourd'hui, souvent, on fait des enquêtes, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer l'avis de 200, 300, 400 personnes. Donc, si on ne dirige pas en fait un peu ce questionnaire, on se retrouve avec des gens qui veulent toujours des Zara, qui veulent toujours des H&M, etc. Donc, c'est intéressant, mais parfois, c'est pas possible tout simplement parce que peut-être que Zara ou H&M ne sont pas intéressés par cet endroit-là. Donc, il faut forcément utiliser aussi un peu de quanti pour diriger le quali. Et c'est là où je trouve que notre solution s'agrège bien avec les études qualitatives type enquête. C'est que ça permet parfois de se dire, bon, bah voilà, il y a 5 spécialités médicales qui sont très recherchées ici. Allons vérifier. Et allons co-construire finalement cette nouvelle offre sur laquelle on a déjà des pistes avec les citoyens. Et donc, on présente finalement des données qui sont actionnables, qui permettent aussi aux citoyens de prendre une décision. Parce que si on n'a pas d'informations, en fait, c'est difficile de donner un avis. On va forcément partir de son expérience. Alors que quand on donne aux citoyens des informations actionnables sur ce que les gens de chez eux recherchent, bah là, on a beaucoup plus en fait, d'engagement. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Donc, le quanti va avec le quali. Ok, ça marche. Donc, Voilà. vous faites cette démarche et vous avez toutes ces datas. Est-ce que le traitement est, entre guillemets, manuel par un data scientist? Est-ce que vous avez créé des procédures? Est-ce que vous utilisez des outils d'une certaine manière? Est-ce que vous utilisez peut-être l'IA dans ce genre de choses? Alors, c'est une très bonne question. On évite un maximum le manuel parce qu'il peut y avoir des erreurs. Dès qu'on touche un tableau avec des données ou n'importe, on risque de faire une erreur. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'automatiser tout ce traitement. Il y a, à part tout ce qui est nouveau et tout ce qui est un peu sur mesure, parfois on va devoir, sur lequel parfois on va devoir intervenir de manière manuelle, la majorité du temps, on utilise uniquement des algorithmes. Dans les algorithmes, effectivement, il y a de l'analyse sémantique, c'est rapprocher deux termes qui vont avoir la même intention derrière. Je prends un exemple. On ne va pas tous rechercher une boulangerie. Il y en a qui vont rechercher un boulanger. Il y en a qui vont chercher du pain. Comment est-ce que tu fais pour avoir une idée du marché si tu regardes que le terme boulangerie? Il faut regarder tous les termes. 80 000 termes qui disent ouais. Boulangerie, boulangerie près de chez moi, boulanger, boulange, C'est ça, faute d'orthographe qui veut dire boulangerie. Exactement, les fautes d'orthographe, il faut tout prendre en compte. Donc c'est un travail de traitement qui est assez long, qui a fait qu'on a eu une grosse phase de R&D avant de se lancer. Mais une fois qu'on a fait ce travail, en fait, on arrive à des choses qui sont extrêmement intéressantes et parfois extrêmement proches de la réalité terrain, en tout cas sur lesquels on a des retours de la part des centres commerciaux ou des centres-villes. Ok. Donc, quand tu dis algorithme et d'avoir fait de la R&D sur de la sémantique, donc là, pour l'instant, c'est de la catégorisation de données que vous automatisez, en fait, ou que vous, en tout cas, faites par algorithme. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vous utilisent? Est-ce que, par exemple, il y a des choses que vous utilisez en interne ou des choses que vous utilisez uniquement pour les clients dans vos utilisations pour le terrain, justement? Ouais, alors on a effectivement travaillé sur des projets qui sont assez intéressants, qui sont toujours en phase un peu de R&D, on va dire, parce que tout n'est pas encore automatisé, c'est pas accessible sur notre plateforme, etc. Mais on a beaucoup travaillé sur l'analyse de sentiments. On pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à faire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas notre priorité on va dire toute cette partie de développement, mais c'est quelque chose qu'on a exploré, qu'on continue à explorer. L'analyse de sentiments, pour en parler un peu,
c'est le fait de pouvoir comprendre l'intensité et l'émotion qu'il peut y avoir derrière un message. Ça va être extrêmement intéressant, par exemple, pour analyser des réseaux sociaux, savoir si on a un avis plutôt positif ou négatif sur un lieu physique, sur une thématique, sur un questionnement, sur une campagne marketing. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est extrêmement compliqué selon le réseau social sur lequel on est. Si je prends Twitter, par exemple, on a tendance à être beaucoup plus critique sur Twitter et beaucoup plus négatif. Pourquoi ? Parce que c'est la façon dont l'algorithme Twitter fonctionne. Ce qui est en top tweet, c'est ce qui génère le plus de réactions. Et finalement, ce qui sème un peu parfois la discorde, tout ce qui prend parti, en fait, finalement. Alors que si on va sur Instagram, par exemple, on a tendance à voir des choses qui sont très positives, voire beaucoup plus positives que la moyenne. Parce que sur Instagram, on essaye d'inspirer, on essaye de montrer à quel point quelque chose est incroyable et parfait. Donc finalement, il y a une nécessité de pondérer le sentiment selon le réseau social sur lequel on récupère la data. Là, tu mets un coefficient spécifique ou tu mets une adaptation, c'est hallucinant. Ça. Donc il y a beaucoup d'aspects sur lesquels, là j'en cite un, mais il y en a beaucoup d'autres. On pourrait prendre tous les réseaux sociaux, il y a toute une psychologie derrière chaque réseau social. Et c'est vrai que ça rend les choses super intéressantes, mais aussi très compliquées à opérationnaliser. Parce que le but de la data et de l'IA, c'est pas juste de faire de la data et de l'IA, c'est de la rendre, entre guillemets, intelligible et qu'elle ait un impact sur les métiers, qu'elle participe à transformer, à faciliter, à accélérer certaines tâches qui sont aujourd'hui répétitives, qui sont aujourd'hui pas forcément faites de manière optimale et qu'on va pouvoir, on va pouvoir venir supporter finalement un opérateur métier. Donc on vient créer quelque part un homme augmenté, une femme augmentée pour le coup, où on va essayer de mettre la technologie au service d'eux et pas juste pour faire de la technologie, quoi. Ok. Donc, moi, je suis un client, j'ai récupéré des données avec vous, j'ai des pistes. Et ensuite, l'usage concret, un usage concret de ça, ça pourrait se traduire comment une fois que j'ai réussi à capter de la donnée, la catégoriser grâce à de l'IA sur la sémantique, les émotions, etc. Est-ce que aussi vos comptes rendus et vos pistes de recommandations que vous faites à vos clients, comment ça se passe là-dessus? Est-ce que ça aussi vous utilisez l'IA? Est-ce que là pour le coup c'est juste du traitement humain? Comment ça se passe ça? Alors effectivement, l'analyse de sentiments, on ne l'utilise pas encore beaucoup aujourd'hui sur les rendus, tout simplement parce que c'est encore très expérimental et c'est difficile de rendre cette donnée opérationnelle. Avant de réussir à rendre cette donnée opérationnelle, il y a beaucoup d'autres challenges. Et dans les challenges sur lesquels nous, on travaille, c'est vraiment de rendre cette donnée dont je te parlais, d'identifier les commerces qui ont le plus de sens, opérationnels. C'est-à-dire que demain, il faut que les directions métiers qui aient accès à cette donnée, elles puissent l'utiliser tout de suite. Et une fois qu'on a identifié un commerce, il faut l'accompagner en fait. Donc on va venir les accompagner pendant tout le parcours, toute cette conduite du changement finalement, où un nouveau commerce va être implanté dans un centre-ville ou dans un centre commercial et où il va falloir tout simplement suivre sa notoriété en ligne, comprendre le retour sur investissement de la stratégie digitale sur le trafic piéton et réussir à lier physique et digital. Ça, c'est notre gros chantier du moment et c'est ce sur quoi on travaille avec pas mal d'acteurs aujourd'hui en France qui sont assez friands de ce lien entre physique et digital qui est finalement un peu la clé de voûte du commerce physique face au e-commerce, quoi. Ouais, donc il y a, outre la recommandation qui est prise ou non, si le risque d'implanter le commerce suite aux recommandations est pris, vous avez également l'accompagnement qui suit d'avoir quel ROI ça a, est-ce que la recommandation elle était très bonne ou moyenne, et vous avez tout ce truc-là d'analyse également des retombées. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir de la connaissance
clients et pour autant, ça va peut-être te surprendre, mais on n'a aucune information personnelle sur tous les clients, entre guillemets, dont on analyse les données. On a juste un peu comme un bouton dans une pièce, on sait combien de fois quelqu'un a appuyé sur le bouton, donc combien de fois quelqu'un a cliqué sur boulangerie, mais on n'a aucune information sur les gens en tant que tels. Et c'est là aussi où finalement la partie analyse de sentiments nous posait un peu problème, c'est que c'est difficile d'anonymiser, il y a un gros traitement RGPD, et c'est nécessaire. Voilà, pour commencer, en tout cas, on s'est plutôt focalisé sur les données typiquement issues des moteurs de recherche, mais on a beaucoup d'autres sources de ce type pour allier données physiques et digitales qui sont complètement anonymisées. On n'a jamais d'informations ciblées et personnelles dans nos bases de données. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on n'a pas besoin de savoir que Madame Michu a recherché une boulangerie je sais pas, en août. On a juste besoin de savoir combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont recherché une boulangerie, combien il y en a sur place. Secteur, ouais. Exactement, et finalement, quelle est la taille du marché. Donc voilà. Ok, c'est trop bien parce que ça vous allège de toute la partie RGPD pour faire votre premier MVP et en même temps, ça vous permet de vous alléger aussi de vos biais cognitifs ou des biais humains sur n'ayant de la data brute. Et tu regardes que dans ce petit village de 3000 habitants, tu t'y attendais pas, mais en fait, c'est une salle de yoga que tout le monde veut. Ouais, Et on a des résultats surprenants. Pourquoi est-ce que ce Ouais. petit village-là, ils n'ont pas de boulangerie, mais ils veulent une salle de yoga plutôt qu'une boulangerie? C'est hallucinant. Ouais. Non, et c'est super enrichissant parce qu'en fait, ça nous permet de prendre des décisions qui sont un peu plus raisonnées aussi, puisque tout part toujours d'une intuition ou alors on va screener toutes les activités qui existent. Mais ce qui est super intéressant, c'est que ça peut venir appuyer aussi une intuition. Donc, typiquement, les clients avec qui on travaille, parfois, ils vont se dire qu'il y a quelque chose à faire, comme je disais, sur le médical ou sur les loisirs, mais ils n'ont pas la donnée pour justifier cette intuition. Et pareil, faut savoir qu'en France, il y a à peu près un local commercial sur 10 qui est vide, qui est inoccupé. C'est énorme. Les commerçants, c'est la classe d'actifs qui est la plus à risque devant les entrepreneurs. Donc, en tant qu'entrepreneur, on est en train de créer quelque chose qui parfois n'existe pas encore, qui répond à un besoin qui est parfois complètement nouveau et ainsi de suite. Eh bien, on est moins risqué que des commerçants qui vont dupliquer un modèle. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas accès à la bonne data, qu'ils ont accès à des données qui sont parfois complètement obsolètes, qui datent d'il y a 5 ans ou des choses comme ça, et donc ils ne peuvent pas prendre de décision éclairée sur un lieu d'implantation optimale, sur des saisonnalités dans les comportements d'achat, sur une campagne marketing sur laquelle ils vont mettre un sacré budget, ils n'auront pas forcément le retour sur investissement qu'il y a derrière. Donc nous, derrière, il y a aussi cette volonté de pouvoir accompagner tous ces commerçants au travers des centres commerciaux, des centres-villes, et demain au travers d'une plateforme qu'on est en train de lancer et qui leur sera adressée. Ok, directement, pour pouvoir peut-être drop son intuition, recevoir les stats qui back up le truc. C'est ça. Ok, c'est trop intéressant. Et est-ce que quand tu dis ça, que les commerçants sont plus à risque que les entrepreneurs, en fait, on se rend compte facilement. Là, on a un client récemment qui est venu nous voir parce qu'il s'est implanté, il venait d'une autre région, il s'est implanté dans ma ville natale qui est Reims, et il s'est implanté dans un coin de Reims qui pensait être le centre-ville, mais en fait, c'était le centre-ville d'époque, ce qui fait qu'au final, il est 300-400 mètres plus loin, et il n'a pas eu le temps d'aller à Reims, de s'instruire de la ville, machin. Et au final, il se retrouve loin du centre-ville. Et il a le seum parce qu'il n'a pas le budget de redéménager, de rechanger. Et il a dû commit. Et c'est vrai que ça permet d'engranger les frais au bon endroit, mais aussi peut-être d'économiser des frais de bêtises, quoi, souvent, ou de louper. De manque de connaissances. Et il faut se dire, quand on commence sur un marché quel qu'il soit, en tant qu'entrepreneur ou commerçant, on découvre, même si on a 10-15 ans d'expérience, à moins qu'on soit déjà dans ce secteur-là avec une clientèle ou une patientèle, où là, effectivement, le risque est un peu plus modéré. Mais beaucoup de gens qui se lancent, reviennent dans leur région natale pour lancer... je sais pas, un nouveau business après qu'ils aient passé X années dans ce business-là ailleurs. Enfin, il y a toujours une volonté de redynamisation et finalement qui n'est pas récompensée parce que derrière, parfois, on n'est pas en adéquation avec le marché.
Et ce que je trouve qui est assez dingue, c'est que le e-commerce a complètement réussi à identifier, à créer des indicateurs sur, on va dire, leurs outils digitaux au sens large, hein, pour comprendre les tendances de manière extrêmement data-driven, et qu'aujourd'hui, dans le commerce physique, on n'a pas encore réussi cette étape-là, on n'a pas cet accès. On traque la souris, on traque les yeux, le temps passé, le machin, le churn, le nombre de personnes qui passent, impression. C'est ça. Alors que la boutique, c'est complexe de faire ça. Et il n'y a pas d'outil aujourd'hui qui permet de le faire. Donc c'est là où nous, on intervient. On s'est dit, il y a quelque chose à faire et on va commencer par aller travailler avec les centres commerciaux et les centres-villes parce que c'est des acteurs qui ont une portée énorme en fait. Donc voilà, c'est toute notre logique aujourd'hui. Ouais, parce que si tu arrives à dire si tu arrives à donner un montant, entre guillemets, d'impression à une boutique physique et lui dire, voilà, il y a 14 000 personnes qui sont passées devant, il y en a 3 300 qui sont rentrées à l'intérieur de la boutique et sur les 3 300, tu as eu 54 commandes. En fait, tout de suite, tu as la même chose que ton dashboard sur Shopify, en fait, mais dans ton vrai truc. Voilà. C'est combien il y a de personnes qui ont fait une recherche en ligne, combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont allées regarder mes infos sur mon Google My Business, sur mon site internet, et combien est-ce que j'ai eu de personnes en vrai. Parce que c'est ça qui intéresse finalement quand on a un commerce physique. Le digital, c'est très bien, mais c'est un levier d'acquisition. Et aujourd'hui, le e-commerce est très très bon sur l'acquisition. Sur la conversion, c'est beaucoup plus difficile pour le e-commerce. Le commerce physique est très très mauvais encore sur l'acquisition. Il y a quand même pas mal de commerces qui n'ont pas encore de site internet, même parfois des centres commerciaux, mais ils sont très très bons sur la conversion. Donc si on arrive en fait à allier un peu les deux, à utiliser des outils du e-commerce pour faciliter l'acquisition pour le commerce physique et utiliser des outils de conversion du commerce physique pour le e-commerce, en fait chacun réussira aussi à trouver sa place. Parce que j'imagine que le nombre de personnes qui rentrent dans un Zara, le taux de personnes qui achètent quelque chose, c'est pas 2% comme sur un e-commerce qui a 2% de conversion. C'est exactement ça, on est beaucoup plus, je vais dire des chiffres un peu au hasard dont je suis plus sûre, donc il faut revérifier les sources, mais il me semble que c'était autour de 30 voire 40%. Ah oui, d'accord, c'est même pas, c'est pas du simple ou deux. La friction, elle est avant. Il y a une vraie échelle de différence. Donc oui, par contre, tu peux avoir 1 million de passagers sur ton e-commerce, là où 1 million de personnes qui rentrent dans ta boutique. Ça veut dire que tu es très bon en com. Ouais, t'es chaud. C'est ça. Techniquement, voilà. j'ai un besoin. Tu me dis comment tu prends le truc. Moi, je me dis, là, on est en train d'enregistrer avec 3 caméras. Je les set up tout le temps, j'ai beaucoup de clients, machin, donc j'ai beaucoup de temps qui perd. Et puis, ça coûte plus cher pour le client que je me déplace, que la caméra arrive, etc. Et j'aimerais bien peut-être avoir un lieu où le client peut venir et le prix par heure de tournage serait plus accessible. Et moi, ça me permettrait d'économiser sur les déplacements et tout ça. Et j'aimerais bien, je sais qu'à Paris, il y en a beaucoup qui font ça, mais j'aimerais bien peut-être le faire à Reims, dans ma ville où j'habite. Et tu vois, là, par exemple, c'est typiquement le genre de truc, je te donne cette mission-là, et toi, tu fais les recherches et tu me dis, effectivement, il y a du besoin. Ouais, je peux te dire où sont aussi les offres, on va dire, concurrentes, pour pas que tu te mettes juste à côté de ton concurrent. Ça peut être une stratégie, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Pour que tu te mettes à côté je sais pas, d'un potentiel partenaire qui pourrait t'amener des clients. Si je prends les opticiens, souvent ils se mettent près des ophtalmos, donc ils ont intérêt à screener les ophtalmos. Et après, nous, par contre, on va pas faire de l'implantation à l'échelle de la rue. Ça, on a des partenaires qu'on recommande, puisqu'on accompagne tout le monde de A à Z. On vous met en lien avec toutes les personnes dont vous avez besoin. Si on identifie quelque chose, vous avez la meilleure personne de notre carnet d'adresses qu'on va vous recommander pour pouvoir poursuivre la mission. Et on va pouvoir te donner toutes les infos dont tu as besoin de A à Z, en fait. Ok, donc mon besoin, c'est exactement ce que tu gères. C'est exactement ça, okay, voilà. On va faire du business. On va parler juste après. Ça marche. Mais voilà. Merci beaucoup, Amélie. Ça fait super plaisir de voir la démarche IA et ensuite l'application concrète et au final que tu y retournes dans un autre projet, mais que tu repars sur une démarche data et data-driven, en tout cas dans la décision des choses. C'est trop cool de voir ça. Tu n'hésites pas à me donner les liens que tu veux, que tu veux partager, les choses où les gens peuvent te retrouver ou aller voir vos sites, vos offres. Je mettrai tout dans la description pour
pour les personnes qui regardent et qui veulent te suivre. Avec plaisir. Et puis nous, on reste en contact et on va parler après le podcast. Ça marche. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci.